malgré tous les discours autour de la montée en compétences, on est peut-être arrivé à la forme pure du travail abstrait. C'est-à-dire du travail qui ne sert plus à rien, qui ne produit rien, et finalement qui est seulement comptabilisé en temps ou en tâches. Le néolibéralisme promeut une forme d'emploi à la fois archaïque et nouvelle, l'auto-entrepreneuriat. Les salariés se transforment en micro-entrepreneurs. À la relation salariale, peu à peu se substitue une relation strictement commerciale. Le mouvement justement général du capitalisme, c'est de partir d'une situation où les gens étaient auto-entrepreneurs, en tous les cas une bonne partie de gens. Vous aviez, dans un pays comme la France, la majorité de la population était soit des petits paysans propriétaires, soit des petits commerçants, soit des petits artisans, etc. Les lois de la concurrence ont balayé tout ça. Les lois de la concurrence ont fait disparaître tous ces gens-là. Même en France, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on a encore une paysannerie ou des petits commerçants qui sont extrêmement nombreux. Promenez-vous aujourd'hui dans les campagnes ou dans un centre-ville français, il y a plus que des salariés, hein, enfin, où il reste encore quelques-uns, mais c'est une survivance. Alors l'idée qu'on va évoluer à l'avenir comment dire, en rétropédalant et en réinventant une classe de petits propriétaires, etc., je pense que c'est une douce utopie. Enfin, douce, j'en suis pas certain. Utopie, j'en suis sûr. D'ailleurs, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Les auto-entrepreneurs, c'est des salariés déguisés, hein, et on le voit très bien avec les grèves de livreurs là, qui ont commencé à éclater un peu partout, ou les chauffeurs de chez Uber qui se sont mis en rogne. C'est qu'en réalité, ils sont formellement des travailleurs indépendants. En réalité, ce sont des salariés pieds et poings liés à leur grand donneur d'ordre. Aujourd'hui, on assiste à un processus d'ubérisation. Il y a des pans entiers de l'économie qui sont menacés par cette ubérisation-là. Airbnb menace l'hôtellerie classique, les chauffeurs Uber menacent les taxis traditionnels, par exemple, et on entend beaucoup parler des effets désastreux de ça. Mais en réalité, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne parce que les acteurs de ce jeu-là, ils acceptent d'y jouer en permanence. On va évaluer notre chauffeur Uber grâce à l'application, c'est marrant. On va commander un taxi quand on veut, à 3h du matin, alors qu'il n'y a pas d'autre transport disponible. Donc on veut, au lieu de faire en sorte de rentrer chez soi par les transports en commun, maintenant on sait qu'on peut compter sur Uber, etc. Ça nous amène tout un tas de services et on les utilise tous les jours. Donc il y a une adhésion, en fait, permanente de tous les individus à ce système. Même si ces mêmes individus qui y adhèrent à court terme par ces actes-là, ils finissent par dire avec un peu plus de recul, ah mince, ça détruit la société, ça détruit des pans de l'économie, ça pose des problèmes, n'empêche qu'ils y adhèrent. On présente comme un progrès le fait d'aller vers une forme d'articulation un peu commerciale entre des entreprises, d'ailleurs réduites du coup à un cercle de managers un peu étroit, et puis toute une population de travailleurs indépendants qui courent le cachet, qui sautent d'une tâche à une autre, qui passent d'un contrat ou d'un projet à un autre. Ça, cette évolution-là, elle est possible. Pour une partie, elle attrape une certaine mobilité, une certaine... Mais pour une autre partie, elle est absolument catastrophique et surtout, elle loupe ce que je perçois de plus intéressant dans les nouvelles dimensions du travail, la dimension coopération et la dimension innovation. Sinon, la tendance naturelle, je dirais la paresse, et ça ne nécessite pas beaucoup de créativité, c'est de continuer vers cette espèce d'émiettement de la relation salariale avec constitution d'un groupe, certes, qui ne sera jamais majoritaire, mais de plus en plus important, de salariés qui sont de faux indépendants, de faux salariés. Le statut d'auto-entrepreneur, qui finalement ne met plus du tout en relation un employeur et un employé, mais finalement deux entrepreneurs, eh bien ce statut-là,
il est une sorte d'aboutissement ou d'une vision plutôt néolibérale du travail, parce que on va étendre vraiment le mécanisme de la concurrence. L'entrepreneur, au lieu d'embaucher quelqu'un et de lui donner un statut pendant un certain temps, en fait, il va faire appel à un autre entrepreneur qui va être poussé à faire le travail mieux qu'un troisième entrepreneur qu'on pourrait prendre si on n'était pas satisfait du travail qui a été fait par le premier. Donc en fait, la concurrence entre les travailleurs est beaucoup plus forte s'ils ont ce statut d'auto-entrepreneur, parce qu'ils vont tous essayer de faire le travail eux-mêmes au coût le plus bas. Ce monde un peu néolibéral que j'évoque, il est nettement plus vrai et peut-être aussi violent pour une partie dont finalement le job pourrait être fait, j'ai envie de dire, par n'importe qui. Et effectivement, pour ce type de travail-là, les entreprises vont probablement vouloir se passer de la main-d'œuvre permanente et puis avoir recours à des contractuels, à des auto-entrepreneurs, pour tout un tas de raisons. Il n'est pas peut-être intrinsèque au capitalisme d'avoir les salariés dans l'entreprise. C'est peut-être encore mieux quand la relation avec les salariés est une relation commerciale. Et peut-être qu'un des enjeux actuels, un des grands clivages devant lesquels nous sommes aujourd'hui, c'est là, dans les 10 ou 20 prochaines années, dans le système néolibéral de fonctionnement du marché du travail que nous connaissons, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va de nouveau faire sortir une part importante des salariés de l'entreprise? Ou au contraire, est-ce qu'il faut renforcer, consolider, constitutionnaliser la présence des salariés dans les entreprises en leur donnant toute leur place dans le gouvernement de l'entreprise? Encore une fois, l'avenir, c'est pas des auto-entrepreneurs, c'est au contraire que l'économie mondiale devienne une seule grande coopérative. C'est pas de revenir à l'émiettement qui précédait le capitalisme. Au contraire, ce que reconnaissait un rôle progressiste au capitalisme, il a construit une économie mondiale. Il a interconnecté toutes les économies nationales. Il a mis fin à l'isolement des provinces. Il a mis fin, etc. C'est pas qu'on fasse tourner de la roue de l'histoire à l'envers, c'est au contraire qu'on aille de l'avant et qu'on parte de cette base socialisée d'une économie collective en réalité que le capitalisme a mis en place. Ce qu'on observe, c'est que le jeune qui se met à son compte, ou bien ça marche très bien, ou bien ça marche pas. Si ça marche très bien, pour faire face à la demande qui va venir vers lui, il va devoir faire appel à d'autres. Et donc, par la force des choses, il devient un petit patron. Puis si ça ne marche pas bien, il va devoir travailler pour d'autres. Donc on voit réapparaître sous des formes communautés de travail organisées avec un principe d'une certaine hiérarchie. L'évolution économique contemporaine porterait-elle en elle la disparition du travail salarié tel que nous le connaissons? Certains économistes le pensent fortement, d'autres demeurent beaucoup plus sceptiques. En tout cas, avec la robotisation et l'informatisation, l'avenir de l'emploi est en jeu.